Un, si vous avez les téléphones cellulaires, si vous pouvez les fermer. Deux, je demande votre patience avec ma français. Je n'ai pas trop d'opportunités de parler ces jours-ci, bien que j'habite dans une maison des bilingues. On dit ça? Bilingue, mais on est inondé par la propagande américaine chez nous, alors c'est pas toujours facile. Alors parfois je vais vous demander le mot, okay, mais ça va arriver. C'est le téléphone. Tous les gens me guettent. Okay. On a pensé à faire deux choses ce soir. Au début, je vais vous parler un petit peu de carrière et alignement, dans une façon que j'espère sera différente que vous avez déjà entendu, même dans mes livres. Parce que c'est toujours bien d'être en marche. Non? Alors, la conférence que je donne ce soir, j'espère, sera différente que la conférence que j'ai donnée en avril. Mais au fond, on va savoir les mêmes principes. Après, on va faire une petite pause. Après, on va ouvrir aux questions et aux méditations. Parce qu'au fond, les paroles arrivent jusqu'ici, mais dans les méditations, on va plus profondément dans nous-mêmes. Dans l'atelier que je donne demain, je ne parle pas comme ce soir. Ce soir, c'est une conférence. Dans l'atelier, on est chacun dans notre propre processus intérieur. Ça me fait toujours drôle d'être ici parce que ça m'est arrivé en avril aussi. Chaque fois que je suis ici maintenant, je vois les gens que je connais depuis longtemps et ça me donne tellement de plaisir. C'est comme je ne veux pas vous rendre déçus au début, mais si vous avez venu ici pour avancer votre carrière, vous êtes roulé. En fait, toute cette conférence, c'est une forme de... pas dire mensonge, mais simplement dit, la question est plus profonde. En fait, la base, la compréhension de, si vous voulez, carrière holistique, c'est de comprendre au début et au fond que la carrière, ce n'est pas la chose principale. La carrière, c'est l'évolution, quelque chose qui provient de nous-mêmes. Et quand nous vivons dans l'authenticité, quand nous avons la conscience d'être dans l'alignement, et ça sera le mot fondamental pour ce soir, la carrière va arriver toute seule. Pas la carrière, les carrières. Parce qu'il n'y a personne dans cette salle qui va avoir le même emploi pour toute leur vie. Ces jours sont finis, si vous n'avez pas remarqué. Je connais les gens qui vont au bureau le matin et le bureau n'est plus là. Et les portes sont fermées à clé. Ça, ce n'est pas quelque chose d'inordinaire ces jours-ci. Alors, avant, on va approfondir la question du travail. On va demander des autres choses. Les petites choses. Par exemple, pourquoi travail? Pourquoi je travaille? Pour gagner ma vie. Pour avoir mon bout de pain. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? La plupart des gens que je connais, ils travaillent beaucoup plus qu'ils ont besoin juste pour gagner le pain d'un jour.
C'est une question de fierté, c'est une question de « ça me donne une raison de vivre », c'est une question d'identité. On est bien emballé, si vous voulez, dans les questions de travail. Notre estime de soi. Notre sens de valeur. Est-ce que je suis valable aux sociétés si je ne travaille pas? Oui, mais on va approfondir ça. C'est aussi une question, si vous voulez, de l'âme. Pourquoi on est attiré à une certaine profession, certaines circonstances? La plupart des gens avec qui j'ai travaillé avec des millions, centaines, entre les deux. Ce n'était pas un choix conscient. Ce n'était pas d'hasard non plus. Vous pouvez l'appeler du destin. Vous pouvez dire le monde est un accident, il faut faire le boulot. Bon. Pouvez-vous imaginer, juste pour un instant, pour vous-même, dans vous-même, les choses qui proviennent de vous naturellement? Les choses, par exemple, juste allez dans vous-même. Est-ce que vous pouvez sentir les choses que vous avez connues avant d'aller à l'école, avant d'être informé? Vous pouvez brancher à ça, quelques-uns? Dans les jours anciens, en Grèce, des pays comme ça, il y était un mot pour ça. Ce n'était pas juste un destin impersonnel, mais il était une idée que chaque être est né avec, si vous voulez, un gardien. Je crois dans l'Église, il s'appelle l'ange gardien. En Grèce, il s'appelle le daimon. Et ils ont même dit qu'avant la naissance, on est dans une forme de consultation. On peut imaginer une chambre de consultation. Et la question importante, avant de vous se lancer dans ce monde, ce n'est pas quel travail vous allez faire. C'est qu'est-ce que vous venez d'apprendre dans cette vie. C'est très important parce que je parle beaucoup d'abondance. La base de ce travail d'aliments aux carrières, c'est baser notre travail sur l'abondance et pas la manque. Mais il y a des pièges. Des gens tombent dans les pièges d'abondance parce qu'ils disent « Je suis toutes les règles, je suis spirituel, j'ai fait mes affirmations, je n'ai pas les pensées négatives. Pourquoi je n'ai pas assez d'argent? Ou pourquoi ma conjointe m'a quitté? Ou pourquoi je ne suis pas dans la santé parfaite? » Vous voulez une réponse? OK. Parce que, je vais vous dire, imaginez, les circonstances ne sont pas neutres. Regardez, chacun de nous est né dans une circonstance différente. L'autre jour, j'étais en train d'engueuler mon fils. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi tu es toujours en train de, comment on dit en français, taper dessus ta sœur? Hein? Quel est votre problème? Il me dit, moi, je n'ai pas un problème.
C'est toi qui as un problème. Parce que tous les frères et sœurs, pas tout le monde font ça. Mais toi, tu étais né fils unique, alors tu ne connais pas. C'est des circonstances différentes. Alors, le suivant. Les circonstances autour de nous sont les choses on est en sympathie, on est en résonance, parce que c'est pas là qu'on va apprendre. Quand on dit dans le travail de manifestation, ça c'est le travail qu'on va faire, quand on dit dans le travail de manifestation que vous serez toujours supporté par l'univers, tous ces clichés de nouvel âge, oui et non. Oui, on sera toujours supporté par l'univers, mais non, pas dans la façon que l'ego veut croire. Ce n'est pas à nous. Ça veut dire on a déjà signé le contrat avant cette naissance. Et le gardien reste en arrière de nous. Et il nous pousse envers notre destin. Et souvent, les choses qui nous amènent envers notre destin sont les choses qui ne sont pas nécessairement plaisantes. Chômage, divorce, maladie. Ce n'est pas les choses qu'on veut, mais parfois, c'est les choses qui nous amènent envers notre pouvoir, notre destin. La mort de quelqu'un dans la famille. Je ne sais pas si vous avez tellement de choses, le média ici aux États-Unis avec la tempête en New Orleans et 24 heures par jour sur la télévision, on voit les gens en souffrance. On voit les souffrances qui n'étaient pas nécessaires. Et nous sommes là en train de regarder. Nous sommes ici, au Québec, New York, nous ne sommes pas à New Orleans. Mais nous sommes dans une certaine relation parce qu'on le voit. Est-ce que nous pouvons ouvrir à une abondance, une confiance, une compassion, une authenticité qui est tellement claire, tellement ouverte, qu'on peut recevoir quoi que l'univers nous donne? La beauté, la richesse, la souffrance, l'angoisse, quoi que ce soit. Et en lieu de mettre dans un compartiment abstract, en lieu de le dénier, en lieu d'être bouleversé non plus, on peut l'acquérir, mettre dans notre ordinateur, si vous voulez, et trouver une réponse dans notre propre vie qui nous donne le pouvoir et les moyens d'accomplir les choses. Parce que le développement de carrière, c'est jamais un chemin purement individuel. Juste, imagine le marché. Quelqu'un doit être intéressé dans votre produit. Quelqu'un doit supporter votre projet. Quelqu'un doit acheter votre service. Donc, il y a toujours une question des relations dans ce travail. Alors, le but de ce que j'appelle ces jours-ci le travail de manifestation. Manifestation veut dire de créer dans le monde physique, de créer les circonstances dans notre vie qui sont en résonance avec le pouvoir, l'authenticité et l'énergie de notre être.
Et la confiance ici, c'est, est-ce que c'est possible? Absolument, c'est possible. En fait, ce n'est pas juste possible, c'est nécessaire parce que ça, c'est pourquoi nous avons venu ici, pour démontrer que nous pouvons apprendre les leçons qu'on doit apprendre, créer la vie qu'on doit créer. Mais c'est selon ce qu'on a reçu. Est-ce que ça fait de sens? Un petit peu? Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec un guérisseur qui nous disait une fois, un guérisseur super naturel. On est plusieurs comme ça. Mais elle nous a dit une fois, elle dit, quand vous lancez vous-même dans le travail, ça veut dire le travail de guérison, quand vous faites un engagement, quand vous s'engagez pleinement dans ce chemin, vous n'allez peut-être pas avoir, je ne sais pas, de Rolls-Royce, mais c'est une garantie de toujours d'avoir ce que vous avez besoin pour faire votre travail. Quoi que ce soit. J'étais avec Daskalos, un autre super maître guérisseur en Chypre, on dit, l'île de Chypre, à Chypre. Et quand on est venu chez lui, il est habillé comme un ouvrier, le petit chapeau et comme ça. Et on a parlé à un moment donné, j'ai dit, c'est votre costume, pourquoi tu habilles comme ça? Et il dit, parce que ça c'est ma communauté. Je travaille avec les ouvriers dans cette région. Si je m'habille dans ce soit cravate ou dans quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. Vous aurez recevoir ce que vous avez besoin de faire votre travail. Mais on cherche même plus. Pour moi, l'idéal de travail, c'est le suivant. J'ai travaillé avec un monsieur qu'à la fin de toute une journée de travail, un autre guérisseur, je travaille avec beaucoup de guérisseurs, il était tellement content, il a dit, je suis tellement content, je peux mourir maintenant. Pouvez-vous imaginer de sentir comme ça à la fin de chaque journée? À la fin de quoi que vous faites? Voyez-vous, la question, ce n'est pas le choix d'emploi. La question, c'est de brancher envers notre destin. La question, c'est d'aller envers les leçons qu'on a venu d'apprendre. Et quand on fait ça, les circonstances vont ouvrir. Et le plus vous marchez ce alignement, il s'ouvre tellement que vous réalisez que vous avez moins en moins besoin de planifier les affaires. Qu'est-ce que ça veut dire alignement? Est-ce que c'est un bon mot français? Au chiro, il vous dit ça, oui. Mettre la colonne vertébrale en ligne. C'est quelque chose comme ça. Mais je vais vous donner une définition idéale. L'alignement, selon le travail de manifestation, c'est d'être dans la bonne place à bon moment. Right place at the right time. J'ai eu une professeure qui, à la fin de ses grands meetings, elle a demandé n'importe qui a besoin d'emploi, levez-vous. Des 300 personnes dans la salle, toujours 20 personnes qui se lèvent. Elle a dit des prières, avec 300 personnes en train de chanter « Om ». Mais elle a dit quelque chose de très, très spécifique. Elle n'a pas dit « Oh, s'il vous plaît, Dieu, trouvez un emploi pour cette pauvre personne ». Elle a dit le suivant. Je sais, je peux le traduire en français. Elle a dit « Il y a une place qui a besoin de vous. Et il y a une place où vous avez besoin d'être. Pouvez-vous voir ces deux places ensemble? Il y a une place qui a besoin de vous, il y a une place où vous avez besoin d'être. Est-ce qu'on peut voir les deux places venir ensemble?
Ça, c'est l'aliment. C'est de suivre consciemment les fils du destin qui sont plus forts que le marché. Ce n'est pas que le marché n'existe pas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments d'expansion, des moments de contraction. Mais il y a quelque chose qui est plus fort. Les promis que vous avez faits à vous-même avant de venir sur ce plan physique. Les choses que vous sentez dans votre cœur, que je manque quelque chose. Je ne suis pas dans mon place. Il y a quelque chose, je dois être quelque part d'ailleurs. Le problème n'est pas nécessairement la place d'emploi. Le problème, en fait, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité d'aller plus profondément envers le vrai pouvoir de votre vie. Je vous donne un autre exemple d'aliment, ce que je dis. Il y a un monsieur qui écrit les livres populaires, très populaires. En anglais, ça s'appelle Rich Dad, Poor Dad. Vous avez entendu ça? Je ne sais pas comment dire en français, mais il parle d'argent. Et il parle du fait que son père a travaillé toute son vie avec beaucoup de sincérité et à la fin de sa vie, il n'y a rien. Alors lui, il a décidé, je ne veux pas travailler comme ça, je vais travailler d'une façon différente. Mais le monsieur a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, demain, si vous enlevez tout mon argent, toutes mes comptes en banque, et je n'ai plus rien. Et en plus, si vous me dites que le seul emploi que je peux avoir pour les prochains 5 ans, c'est de travailler chez McDonald's. Flipper des burgers, OK? Ça, c'est la seule chose que je peux faire pendant 5 ans. Et je n'ai plus d'argent. Je peux vous assurer que je serai riche encore en 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Je sais comment ça marche. L'aliment, c'est la même chose. Quand vous commencez à approfondir, à sentir, à expérimenter, qu'est-ce que ça veut dire de couler avec l'inconscient? De voir les portes ouvrir qui ne font pas de sens ici, mais ils sont juste devant vous. Quand vous parlez de quelqu'un dans la voiture en train de venir ici, il marche dans la porte, il est là. Quand les choses comme ça arrivent, vous réalisez que si je peux avoir cet alignement, les emplois et besoins seront toujours là. C'est le résultat d'une autre forme de conscience. Est-ce que ça fait du sens? Bon. Alors, pour faire simplifier les choses, je vais parler de 7 étapes. Et c'est les étapes d'alignement qu'on approfondit dans l'atelier, on travaille dans nous-mêmes dans l'atelier. Mais, je suis en train de faire un débat. Oui, je fais quelque chose de différent. C'est la même étape, mais différent. La première place, la base de ce travail, on l'appelle l'abondance. Et l'abondance, c'est comme un paradigme. Un paradigme. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas une croyance. C'est une façon de voir les choses qui nous permettent des autres formes d'ouverture. Par exemple, est-ce que le travail doit être un problème? Est-ce que ça doit être un problème d'être résolu ou est-ce que ça peut être une aventure de vivre?
Avez-vous remarqué sur la télé, les radios, les publicités, dans la rue, il y a tellement d'énergie, tellement d'attention qui est mise sur la nourriture. Quand tu vois les publicités pour McDonald's ou pour Kentucky Fried Chicken ou quoi que ce soit. Et vous remarquez la grande lutte avec les régimes. Tout le monde est obsédé. C'est quoi ça? Pourquoi on a tellement à manger et nous sommes encore faim? Intéressant. C'est une question d'abondance. Ou, en fait, c'est une question de contraire. C'est une question d'un manque. Quand on est dans la manque, on vit avec un sens que j'ai besoin de me remplir constamment. Pas juste avec la nourriture, avec des expériences, avec des gens, avec les informations. On appelle ça la société de consommation. Imagine. Oh, et c'est la même chose. Oh, j'ai besoin de l'emploi de rêve. J'ai besoin de trouver l'emploi parfait. Imagine si on changeait ce paradigme. Au lieu de dépenser tellement d'énergie en train de remplir nous-mêmes, on va renverser cette idée. On va dire, je suis pleine déjà. Je suis pleine comme je suis. Ils disent dans les anciens textes de l'Inde, Om Purnam Adak Purnamidam, que tout est plein. Dieu, quand il a créé le monde dans la Bible, il a dit, le monde est quoi? Bon. It's good, bien, bon, bien, c'est bon. Tu te souviens de ça? Il a créé le monde, c'est bon le monde. Il y a les cercles. Et il y a des autres cercles. Et des autres cercles. Et à partir de l'âge 2, 3, les gens vous disent que si vous pouvez sortir dans ce cercle-là, vous serez correct. Alors, le premier cercle, fait bien l'école. Le deuxième cercle, aller au collège. Oui. Troisième cercle, faut se marier. Vous continuez, vous allez en cercle après cercle, c'est jamais assez. Ça va arrêter quand? Quel est le mot en français pour coffin? Cercueil. Quoi? Cercueil. Tu dois avoir le meilleur cercueil, ça sera fini à ce moment-là. Alors, au lieu de sauter dans des cercles, en anglais, oui, on dit jump through hoops. Imaginez si quelqu'un peut vous supporter d'avoir la force de dire « Je suis bien comme je suis, comme j'étais né. En fait, j'étais parfait le jour que j'étais né. Et tout le reste, c'est juste le déroulement. » Imaginez ça. Imaginez qu'en lieu de chercher un emploi parce que ça va me rendre important, vous pouvez suivre vos inclinations naturelles. Qu'est-ce que vous faites sans effort, naturellement, facilement? Ça, c'est une des premières questions que nous travaillons dans l'atelier. Qu'est-ce que vous avez toujours fait sans effort, naturellement, facilement? D'acquérir l'abondance ne doit pas être une grande chose parce que c'est naturel. C'est juste parce qu'on a été tellement conditionné par la manque.
Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance? Est-ce que ça veut dire d'avoir beaucoup de choses? Pas nécessairement. Parce que si vous avez tellement de choses que vous avez toujours peur de les perdre, est-ce que c'est l'abondance d'être toujours d'avoir peur de perdre l'huile, de perdre le pétrole, qui doit lancer des guerres par tout le monde juste pour avoir assez d'énergie? Parce qu'on a peur, on ne va pas avoir assez d'énergie. Est-ce que ça, c'est l'abondance? Alors, on parle de l'abondance comme le bien-être. Ce qu'on cherche, c'est le bien-être. Et le travail d'aliment, c'est simple. Au lieu de penser que quelque chose va me donner le bien-être, soit un emploi, soit une autre personne, soit de déménager dans un autre pays, on va travailler avec une méthode qui dise le bien-être est déjà ici. Si je peux m'apprendre à brancher au bien-être, si je peux m'entraîner d'être dans le bien-être avant je sortis de ma maison le matin, le reste de ma vie va tourner autour du bien-être. On appelle ça l'abondance. Imaginez-vous si nous sommes ici. Pourquoi nous sommes ici? C'est une bonne question, hein? J'ai posé ces questions tellement dans ma jeunesse. J'ai dit, pourquoi nous sommes ici? Ils m'ont dit, je ne peux pas le traduire, ils m'ont dit, don't French fry my brain. Ne me dérange pas. Ne me dérange pas avec ça. Mais pourquoi nous sommes ici? Allez. Le poète anglais William Blake a dit, je vais essayer de le traduire, nous sommes mis sur la terre, un petit espace, jusqu'à en apprendre à soutenir les rayons d'amour. We are put on earth a little space until we learn to bear the beams of love. Imaginez si nous sommes en fait ici. Imaginez si ici c'est en fait le ciel. Imaginez si c'est le ciel. On est juste trop occupé. On est trop occupé de voir la beauté, de sentir les parfums, les fleurs. On est trop occupé. Imaginez toutes les choses qu'on peut faire ici. On peut faire l'amour. On peut jouer au basketball. Il y a tellement de choses. On peut regarder la télé. C'est le ciel. Bon, imaginez, sérieusement. Oh, c'est possible. Mais imaginez si la vie, en lieu d'être une lutte, c'est nous qui avons créé cette idée que la vie est une lutte. On appelle ça une philosophie de troisième chakra. Le troisième chakra, on apprend les chakras selon les manifestations dans l'atelier, c'est le chakra de pouvoir. Et on voit comme Nietzsche, on voit Sartre, on voit le monde comme une lutte de pouvoir. On ne peut pas voir plus que ça. On appelle un grand philosophe, je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, il n'était pas capable d'imaginer l'amour au-delà du pouvoir. Il a dit dans l'amour humain, c'est toujours une question de volonté. C'est une troisième chakra. J'ai un monsieur qui a assisté à mes ateliers. Nous avons dit qu'on était 20 quelque chose d'années. Il a fait un voyage à Tahiti. Et avant ce voyage, il a toujours pensé qu'on est dans une civilisation tellement avancée parce qu'on travaille 5 jours par semaine et 2 jours par semaine, soi-disant en repos. Et il a visité ces gens-là qui sont faits en envers. Ils travaillent 2 jours par semaine.
Plus sérieusement, plus proche, il était un couple dans 1950. Il s'appelle les Nearings. Ils ont écrit un livre. Ils habitaient à Vermont. S'appelle le livre de sirop d'érable. Et c'était un des premiers gens des drop-out. Ils ont quitté le monde conventionnel. Ils ont bâti une maison de pierre dans la campagne. Ils ont tiré des sirops d'érable. Mais dans ce livre-là, il s'explique le but. Il dit, nous voulons créer une vie, un style de vie dans lequel on travaille 4 heures par jour pour tirer notre pain quotidien. On va travailler 4 heures par jour dans nos démarches créatives en faisant l'art. Et on va avoir 4 heures par jour de se jaser avec nos amis. Et ça veut dire que vous avez encore 12 heures pour brosser vos dents, ou quoi que ce soit. Et ils ont le créé. Simple. Mais combien de gens sont capables de faire ça aujourd'hui? Dans une civilisation soi-disant avancée. Pourquoi? On n'est pas les moyens? Alors, moi, je vous fais lancer un défi que c'est possible. Si vous êtes engagé vers votre aliment. Et la première part, c'est de récréer, de rebrancher envers votre abondance naturelle. L'abondance naturelle, ce n'est pas surnaturel. C'est juste, c'est bien d'être moi. Qu'il n'y a personne dans la vie qui est mieux d'être que moi. Que j'ai venu ici d'être moi. Pas d'être quelqu'un d'autre. On dépense tellement d'énergie en train d'être quelqu'un d'autre pour rendre plaisir à je ne sais pas qui. Au début des parents, après des professeurs, après notre conscience, notre sous-conscience, notre neurotisme. OK, deuxième part. On commence avec l'abondance, avec la volonté d'être nous-mêmes. Le deuxième part, c'est, j'ai entendu parler d'un livre qui s'appelle « Trouver sa passion ». Ça, c'est juste le deuxième part. De trouver la passion veut dire quoi? C'est d'avoir l'énergie de se lever dans le matin, d'avoir une raison de sortir de votre lit dans le matin. Pour la plupart des gens qui ont le réveil, un réveil veut dire, je ne veux pas m'ouvrir mes yeux le matin, je suis obligé. Pour la grande plupart des gens, au début de la journée, vous êtes déjà dans les obligations, dans la manque. Il y a une dame dans un atelier, elle a dit, chaque matin, quand j'attends mon réveil, je pense que je n'ai pas assez de temps. On commence chaque jour comme ça. Mais OK, c'est bien de trouver ma passion, mais comment? Il y a tellement des choses qui me piquent, tellement des mouches qui me piquent toute la journée. Comment je vais trouver ma passion? Il faut aller à l'atelier, non. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Souvent, la passion est cachée dans ce qu'on appelle les symptômes. La passion est cachée dans les symptômes. Qu'est-ce que c'est un symptôme? Un symptôme, c'est n'importe quelle chose qui me dérange. Si j'ai mal au ventre, c'est un symptôme. Si j'ai un ami qui m'appelle 3 fois par semaine en train de se plaindre de sa vie, si ça me dérange, c'est un symptôme.
Ici, c'est les méthodes. Quand nous sommes dans la manque, en lieu de acquérir et travailler avec des symptômes, soit on les dénie, ça n'existe pas, je suis pas mal, pas de problème, ou on crée des grands drames. Oh, pauvre moi, qu'est-ce que je peux faire? Je m'excuse, j'ai pensé d'un ami de moi qui était en France, était visiter quelqu'un dans l'hôpital. Il a dit, ça va? Le monsieur a dit, ça va bien, il est tombé mort. Déniement des symptômes. Avez-vous entendu parler de Elizabeth Kubler-Ross qui a fait des travaux avec des gens en train de mourir? Vous savez comment elle a commencé sa profession? Elle était professeure à l'Université de Illinois. Et des étudiants, graduate students, ils sont venus le demander pour faire un projet avec, on appelle les morons. Oui. Elle a dit, oh, c'est intéressant, on va voir. Ils ont visité l'hôpital général de Chicago. Elle est professeure, pas n'importe qui, et frappe sur chaque étage et demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en train de mourir? Non, pas dans cet étage, non, pas ici, non, pas ici. Elle a fait le tour de tout l'hôpital. Et dans tout l'hôpital, il n'y a personne qui est malade. Ça, c'est la peur d'ouvrir aux symptômes. Si vous avez l'abondance, vous pouvez ouvrir aux symptômes de votre vie sans jugement, sans vous. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ça m'est arrivé, j'ai la honte. Mais selon mes expériences, career counseling, comme vous disiez ça, les consultations de carrière avec des gens, les gens qui sont les plus blessés sont les gens qui ont des capacités d'aller le plus loin. Les gens les plus malades deviennent les meilleurs guérisseurs. Les gens qui ont une enfance, qu'il faut vendre les journaux à l'âge 6 parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est les gens qui deviennent bien riches. Les gens qui sont seuls, qui sont aliénés, vous disiez? Aliénés? Séparés, c'est les gens qui deviennent des bons communicateurs. Vous prenez la place où vous avez des blessures et vous allez là avec la compassion sans jugement, il y a des richesses. Il y a souvent une passion. Je pense de quelqu'un comme l'histoire de Bouddha. L'histoire de Bouddha, c'est un jeune homme qui a tout ce qu'il veut. L'éducation, l'argent, il est marié, il a un enfant. Son père lui donnait tout le palais, mais il y a quelque chose qui lui manque. Il ne dort pas la nuit, il y a quelque chose qui n'est pas là. Une journée, il regarde dans la rue, il voit quelqu'un malade, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il n'a jamais vu. Son père dit, non, il ne faut pas voir ça. Et en plein milieu de la nuit, il a quitté son palais pour suivre son destin. Alors la passion, ce n'est pas difficile à trouver si on peut être clair, ouvert, honnête avec ce qui nous dérange. Et pour faire ça, il faut avoir d'abondance. J'ai appris une leçon énorme d'abondance cet été. Je vais vous partager. J'ai travaillé avec des Amérindiens, avec des hommes médecins dans les cérémonies. Et il fait quelque chose dans les cérémonies. Imagine, il y a 14 gens dans un cercle. Et l'homme qui guide ce cercle, on appelle le roadman. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le chef, l'homme médecin. Il regarde chaque personne dans le cercle, un par un.
Ils vont vous regarder et vont vous dire quelque chose qu'ils voient dans vous, qui est bien, qui est fort, qui est profond. Et au début, moi, comme New-Yorkais, je suis un peu méfiant, là. Mais ce n'était pas payant, alors il ne veut rien. Mais il dit, toi, je vois une grande sincérité. Et en toi, je vois une force. Et fais ça comme 3 fois dans la nuit. Je ne sais pas si vous avez cette expérience. J'étais jamais dans un groupe, pas dans ma famille, pas dans l'école, pas dans mes équipes. Même pas dans mes groupes spirituels. J'étais jamais dans un groupe dans lequel chacun dans ces groupes s'était affirmé en témoin des autres. C'était incroyable, le changement qui arrive dans les gens, parce que ce n'est pas juste être complimenté, c'est être pour plusieurs personnes, c'est la première fois dans la vie dans laquelle on est affirmé en public des choses qui sont bonnes, nos possibilités. On cache les choses merveilleuses. On a peur de notre beauté, de notre force. Je ne sais pas d'où ça vient. Je me vois dans notre famille, à chaque repas, ça veut dire un repas par jour quand nous sommes ensemble, parce que c'est les États-Unis, là. Mais on fait les prières, les petites prières, et je vois comment, bien qu'on fait des adultes, c'est comme difficile pour les enfants de comme être exposés, d'ouvrir le cœur comme ça. On a peur de prier, d'exposer notre cœur, parce qu'on a tellement de mauvaises expériences. Alors, les petites choses comme ça, j'appelle les pratiques d'abondance. Et c'est ça qui vont libérer la passion. La passion ne doit pas être une grande chose. On a souvent une idée un peu égotiste sur la passion. Je dois sauver le monde, je dois aller aussi travailler avec des gens. Mais est-ce qu'on a assez d'estime de soi, de réaliser que chaque petite chose que nous faisons dans la vie est importante? La façon dont je mets le sel sur les petits pois, c'est assez important que de diriger les tâches. Et je suis bien sérieux de ça. J'ai travaillé avec un yogi en Inde, il s'appelle Yogi Ram Sarat Kumar. La première fois, il était grand yogi, ok? Première fois, j'ai venu lui voir. J'ai visité, j'étais au temple à côté. Et souvent en Inde, dans les temples, ils vous donnent les guirlandes des fleurs qui étaient offertes aux déités. Ils vous donnent comme un cadeau, ça, sacré. Alors, il m'a donné cette guirlande et j'ai comme mis dans mon sac, comme ça. Parce que ce n'était pas important, parce que je viens voir des yogis. Et dans ma tête, j'ai tellement des questions que je veux demander à cet homme. La première question, ce sera, est-ce que c'est la fin du monde? J'ai des questions bien importantes. Et j'entrais dans sa chambre et la première chose, avant que je peux parler, il dit, qu'est-ce que vous avez dans ton sac? J'ai dit, oh, c'est rien. Qu'est-ce qui est dans ton sac? J'ai dit, mais j'ai des questions importantes, c'est ma seule. Qu'est-ce qui est dans ton sac? Et il m'a fait réaliser que si je ne peux même pas prendre soin de ces petites fleurs, comment je peux entendre ce que ça sera la fin du monde? Si on ne peut pas avoir de paix avec nos propres frères, nos propres sœurs, notre conjoint, comment avoir la paix dans le monde? Si on va à une démonstration soi-disant pour la paix, et nous sommes dans la colère,
Ça veut dire quoi? Alors, la passion, c'est quelque chose qui est présente comme nous sommes présentes. Troisième part, c'est la force. C'est d'acquérir la force, pas la force juste pour la force, mais la force dirigée. Ça veut dire d'avoir les buts, d'avoir les objectifs qui sont clairs et qui sont précis. On dit souvent, un des images du troisième chakra, pour m'aider avec ma français ici, c'est comme un sabre. Un sabre, mais le sharpness, le fil, le degré de fil, le sharper the blade, comme on dit, le plus... Oui, le plus le moins force il faut utiliser. Alors, à la fin de dimanche, chaque personne dans l'atelier, ils vont avoir une lettre écrite à eux-mêmes qui disent quelle est la une chose si je l'accomplis dans les prochains 6 mois, je serai bien avec moi-même et avec les autres. Et cet objectif ne doit pas être un objectif de travail pour avoir un effet sur votre travail. Quand vous commencez à apprendre le sens holistique de manifestation, on réalise que si je travaille sur ma santé, si je mets mon attention sur ma relation, si je peux résoudre n'importe quel de ces endroits, ça va avoir un grand effet sur mon travail. Alors, la question on demande ici, c'est le suivant. Qu'est-ce qui est important maintenant dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant dans ma vie? Pas qu'est-ce que je dois faire, mais pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important? Si vous pouvez travailler cette question en détail et en attention, ça peut avoir des résultats énormes. Énormes. Vous arrivez par exemple à réaliser que j'ai plus besoin de mettre mon attention sur une vibration qui ne me sert plus. Juste parce qu'il y a 20 gens dans ma famille qui sont négatifs, ça ne veut dire pas que moi aussi je dois être négatif. Et on va approfondir aux fins de semaine aussi l'histoire de notre famille pour comprendre les messages que nous avons reçus, pour nous donner un meilleur choix. Comment je veux digérer ces messages? Qu'est-ce que je veux accepter? Qu'est-ce que je n'ai plus besoin d'accepter? Si votre père, par exemple, vous avez dit toujours « la vie est dure, la vie est dure, la vie est dure », est-ce que vous avez besoin d'accepter ça? J'ai une amie, un collègue qui travaille avec moi souvent en Californie. Elle est grande, elle est dans les arts, elle danse. Mais son père était musicien. Et toujours dans son enfance, elle a entendu « Faites pas de musique, la vie est trop difficile ». Alors, elle est venue au collège, elle a travaillé une dizaine d'années pour Microsoft. Elle était bien misérable. Parce que ce n'était pas dans son cœur. On a tous absorbé les messages. Mais dans le troisième phase, qui est le troisième chakra, parce que je travaille les chakras en relation avec des questions de travail, vous avez les moyens
C'est le troisième chakra, c'est l'énergie de, on dit digestion. Qu'est-ce que vous allez accepter? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin d'accepter? Ça, c'est la force de l'individu. Si quelqu'un marche pour moi, si j'ai fait un processus et ça marche pour moi, ça ne veut dire pas que ça va marcher pour toi. Alors, si je viens ici devant vous et je dis, ici, c'est la méthode qui marche. Il y a des gens qui vont croire n'importe qui, n'importe quoi, mais ce n'est pas ça qu'on va faire. L'idée, c'est de trouver ce qui marche pour vous. Quels sont les moyens de travail, quels sont les styles, quels sont les endroits qui vont allumer votre flamme. Une fois on a acquis assez de pouvoir, on monte dans le cœur. Et ici, on travaille une question qui, je trouve, on manque trop cette question dans le travail de carrière ou de manifestation. Et c'est une question que je demande normalement au début d'une session individuelle avec quelqu'un. Une des premières questions que je demande, ce n'est pas qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas quels sont vos rêves, c'est le suivant, c'est parlez-moi de votre communauté. Parlez-moi de votre communauté. Parce que la communauté, c'est le champ dans lequel notre carrière peut pousser. Sans une communauté, on ne peut rien faire. Pratiquement, un autre nom pour une communauté, c'est un marché. Votre communauté sont les gens qui sont intéressés dans vous, dans votre travail, dans vos projets. Mais c'est plus profond que ça. Au lieu de dire simplement « qu'est-ce que je veux faire », est-ce qu'on peut demander « comment est-ce que je peux faire une contribution à ma communauté ?» Comment est-ce que je peux prendre mes habiletés et mes expériences et offrir quelque chose à ma communauté? Une question très, très forte. On parle parfois que le cœur, c'est aussi le centre de prospérité, de la prospérité. Parce que c'est ici où on apprend de recevoir et de donner. J'ai un professeur en Inde qui m'a dit, j'essaie de le traduire, il a dit « l'argent est rond pour le faire rouler. Money is round to keep it rolling, pour le faire circuler. L'argent est rond pour le faire circuler. » On était bien enseignés dans les églises et dans les maisons qu'il faut donner aux autres. Mais est-ce qu'on était enseigné qu'il faut aussi apprendre à recevoir? C'est une grâce de recevoir. Je connais beaucoup de gens qui ont des talents énormes, l'intelligence, beauté, mais ils n'étaient pas capables de tenir ces habiletés. Ils ont peur, ils ont fierté, ils ont ci, ils ont ça. C'est une grâce de recevoir. Une des choses à apprendre, c'est aussi que il existe les réseaux interdimensionnels. On a toujours pensé, oui, il faut faire le networking avec quelqu'un. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui habitent dans les autres plans d'existence, par exemple, nos ancêtres, qui veulent nous faire les dents, si on peut le recevoir. Est-ce que vous, tout le monde connaît par exemple le comédien Eddie Murphy? Eddie Murphy
a jamais vu ou rencontré son propre père biologique dans la vie. Mais il a entendu son père et il a su que son père était dans le show business. Il a commencé juste à parler avec son père comme ça. Il commence à avoir des intuitions, il commence à avoir des... Oui, il faut prendre cette film, oui, il ne faut pas prendre cette film-là. J'ai un professeur qui nous a dit une fois, vos ancêtres sont en chômage. Ils cherchent des choses à faire. Donne-le les jobs. Aidez-moi. Si vous croyez que ça, ce n'est pas possible, imaginez le suivant. Ça arrive souvent. Imaginez un grand-maman, grand-papa qui veut faire un don au petit enfant. Petit enfant, oui. Donc, ils mettent l'argent dans la banque pour ce petit enfant d'aller à l'université. Imaginez le grand-parent est mort quand l'enfant a 5 ans. 15 ans après, cet enfant va aller au collège avec l'énergie de grand-parent, même que le grand-parent était mort il y a 15 ans. Si ça marche sur ce plan-là, pourquoi pas sur les autres plans? Alors, un des pratiques très forts, si vous avez un sens de votre profession, si vous avez un sens de qu'est-ce que vous êtes là-dedans, faites des investigations dans l'histoire de votre profession. Si vous êtes un chanteur, qui sont les grands chanteurs, qui sont les chanteurs qui vous inspirent? On appelle ça la ligne de notre profession. Et ça, c'est un bon diagnostic. Si vous êtes vraiment dans quelque chose, vous avez le désir d'apprendre la ligne de cette profession. Alors, en lieu de parler plus, parce que je parlais un peu, on va faire un processus maintenant pour finir cet aspect de notre programme. Après, on va prendre une pause, on peut faire des questions, quoi que ce soit. Mais je vais faire une petite méditation avec vous autres, qui est une méditation de ligne, de lineage. C'est important quand vous faites ces méditations de ne pas bloquer votre imagination, pas bloquer ce qui vient. Ouvrez à votre propre processus. Alors, vous pouvez juste, si vous voulez, fermer vos yeux, trouver une posture dans laquelle vous pouvez juste explorer un petit peu dans vous-même. Inspirez, expirez. Détendez vos épaules. Et quand vous inspirez et expirez, laissez votre esprit, votre respiration et votre corps se harmoniser ensemble. Comme vous êtes en train d'accorder un instrument de musique. Si votre vie, si cette vie est un don, juste laissez vous-même à ce moment ouvrir de recevoir votre vie, pas la vie d'un autre, mais votre vie, avec toutes ses possibilités, avec tous ses défis. C'est une grâce. Très bien. Et maintenant,
utilisant le pouvoir de votre imagination. Laissez vous-même ouvrir à quelqu'un ou quelques gens dans la vie qui vous inspire. Ça peut être les gens vivants, ça peut être les gens célébrés, ça peut être les gens qui ont vécu il y a des centaines d'années. Ça ne fait aucune différence. Qui sont les personnages dans ce monde qui vous avaient inspiré? Quand vous entendez leurs histoires, vous dites, oui, ça c'est une vie. Maintenant, laissez vous-même prendre une personne, juste une seule personne qui vous inspire. Et imaginez que cette personne est assise juste à côté de vous. Peut-être vous pouvez le sentir, son énergie. Et si cette personne peut vous parler ou peut vous communiquer sur le sujet de votre chemin de vie, que quelle est la prochaine étape pour vous, qu'est-ce qu'il faut apprendre maintenant. Juste ouvrez vous-même d'entendre qu'est-ce que cette personne peut vous communiquer. Peut-être ce n'est pas avec les paroles, peut-être c'est juste avec une connaissance intérieure, mais ouvrez maintenant d'entendre la voix de cette personne. Prenez encore quelques secondes. Ouvrez vous-même d'un moment quand vous étiez pleinement dans le bien-être. Ça peut être n'importe quand, n'importe où, dans votre chambre, au bord de la mer, de vacances. Pleinement engagé dans quelque chose, quoi que ce soit. En amour avec quelqu'un. Juste laissez votre conscience vous amener à une place de bien-être. Et avec le pouvoir de votre vision, imaginez que vous êtes encore dans cet espace. Souvenons si vous étiez à l'intérieur, à l'extérieur, seul avec des autres, dans la nuit, dans la journée. Et essayez plus en plus d'être pleine avec cette énergie de bien-être. Well-being, l'abondance,
liberté. Et maintenant, laisse les circonstances particulières aller et juste rester dans le sentiment de bien-être. Et si on amène cette énergie de bien-être ici et maintenant dans notre vie, dans les circonstances qui nous entourent, et si on peut juste ouvrir cette énergie de bien-être, et si cette énergie peut nous guider, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui? 3 questions. Si vous êtes guidé par l'énergie de bien-être, où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec qui? Ne force rien, juste ouvrez vous-même à ce qui vient naturellement. Très bien. On laisse cette image aller pour retourner à un autre moment. Inspirez, expirez, bougez des doigts et des pieds, prenez une bonne inspiration. Nice ah breath. It's ah. On fait 3 respirations de ah. Ah. Un final. Ah. Très bien. Est-ce que vous avez eu des images, des énergies, des personnages? Oui? Maintenant, je vais simplement vous dire, si vous pouvez faire cet exercice pour 21 jours, 3 minutes par jour, je vais vous donner une garantie que quelque chose va bouger dans votre vie profondément. Parce que vous êtes en train de commencer à intégrer les circonstances intérieures avec les circonstances extérieures. Est-ce que, je suis curieux, combien de gens, on va faire les pauses, je vous promets, combien de gens dans cette salle, au moins une fois dans votre vie, a eu une expérience dans laquelle vous étiez sauvé par soit une voix, quelque chose d'inattendu sont venus pour vous aider? Combien de gens? À peu près la moitié. En lieu de penser que ça c'était quelque chose d'extraordinaire, si on commence à ouvrir consciemment à la sagesse intérieure avec les circonstances extérieures, ça peut arriver quotidiennement. Bon.
I guess we're supposed to take a break, oui? On va prendre une pause de 10 minutes. Après, on va se jaser, faire notre méditation. Très bien. Si Joanne veut dire quelque chose, je ne sais pas. Approfondir avant, faites une autre méditation, une question, oui? Oui, voulez-vous expliquer une autre fois, s'il vous plaît, la définition de manifester? OK. Je donne 2, 3 définitions. Se manifester veut dire de créer en forme physique dans le monde. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes? Selon, si vous voulez, la science d'esprit, tout ce qu'on voit, cette colonne, un tapis, c'est une manifestation d'une pensée. OK? Alors, selon ce modèle, qui est un modèle de Platon, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, le monde physique est une manifestation de nos pensées. Nous avons, on mesure à peu près 50 000 pensées par jour. Au fond de ces pensées, on a ce qu'on appelle des archétypes, ou certaines formes fondamentales qui sont en train de générer des pensées. Monsieur normal dans la rue qui a 50 000 pensées par jour, il vient dans 49 000 directions différentes. Et ça, c'est pourquoi la plupart des gens se manifestent de chaos. On a en fait, la plupart des gens, ils ont abandonné le pouvoir de manifestation. Ils laissent les gouvernements, les corporations prendre le pouvoir. OK? Si vous pouvez amener même 5 000 de 50 000 de ces pensées dans une direction, ça va commencer à créer des circonstances différentes dans votre vie. Je vais vous parler de quelque chose de profond. Normalement, c'est juste dans l'atelier, mais je trouve que c'est tellement incroyable quand j'ai réalisé, quand j'ai vu ça, c'est misère. Une des raisons pourquoi les gens ne gagnent pas ce qu'ils pensent qu'ils veulent avoir, c'est parce que souvent, aux questions juste des mauvaises habitudes, j'imagine, nos pensées, nos processus de manifestation traversent au négatif. Par exemple, si je suis malade et je vais être dans la bonne santé, en lieu d'avoir les pensées de bonne santé, je commence à obséder sur ma maladie. Et ça, c'est pourquoi on recevoir ce qu'on ne veut pas, parce qu'on a pensé là-dessus. Alors, un aspect de l'entraînement de manifestation, c'est d'entraîner nous-mêmes de commencer à penser sur le bien-être, sur notre bien-être. Ma professeure Hilda, nous avons dit une fois qu'elle était en train de faire une méditation dans ce qu'on appelle un houseboat, un bateau de maison. C'était dans la baie de San Francisco. Et les gens étaient dedans le bateau. Après la méditation, quand ils sont sortis, ils ont regardé, ils ont réalisé qu'il y avait un tremblement de terre à San Francisco. Il y a beaucoup de bateaux qui tombaient dans l'eau. Mais ce bateau était parfait et rien qui arrivait. Et selon elle, c'est parce qu'ils étaient dans une vibration qui n'était pas dans la même vibration de tremblement de terre. Je ne veux pas blâmer les victimes, mais ils ont fait des études avec les criminels. Ils montrent les films et disent qui sont les gens qui vous inspirent d'attaquer. Et c'est toujours les mêmes gens. Parce que si vous êtes en train
de créer des pensées inconsciemment que je peux être attaqué, c'est dangereux, vous êtes en train d'attirer cette énergie. Il y a des gens, chaque petit morceau de nourriture, quelles sont les chimies dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous êtes en train de créer, au lieu de dire, oh c'est merveilleux, c'est la bonté de Dieu. Alors, le travail de manifestation, c'est un travail d'abord de transformer les pensées. Mais le problème qui arrive dans quelques-unes de ces disciplines, c'est que si vous essayez de simplement transformer les pensées avec la force, c'est une forme de répression et il sera une rébellion. Avez-vous remarqué, même dans vous-même, même quand vous disiez à vous-même qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'entendez pas. Alors, en lieu d'essayer de forcer nous-mêmes de changer cette mauvaise habitude, qui est une forme de la manque, on ouvrir à la nourriture, à l'abondance qui est en arrière de ça. Alors, la manifestation, c'est le processus selon les sentiments et les pensées sont concrétisés autour de nous. Est-ce que c'est? Oui, c'est. Vous avez parlé tantôt des symptômes qu'on rencontre dans notre vie. Comment est-ce qu'on doit composer ou réagir face aux symptômes qui sont présents dans notre vie? OK. Comment est-ce qu'on peut comporter ou réagir aux symptômes qui sont présents dans notre vie? La première chose, c'est de l'acquérir. Accueillir. Welcome. Vous êtes ici, merci, vous êtes ici. La peur, bonjour. Après ça, vous pouvez poser 3 ou 4 questions. Je ne sais pas, je vais essayer en français. D'abord, je vais dire, what does it feel like? Comment ça sent? What does it look like? Comment ça apparaître? Et toi, what does it remind me of? Ça me fait rappel de quoi? Comment ça me fait sentir? Comment ça me présente visuellement? Et ça me fait se rappeler de quoi? Si on commençait à investiguer les symptômes, les symptômes vont transformer en histoire. Ils vont devenir une histoire. Et les histoires peuvent nous guérir. Les histoires peuvent nous guérir. Vous pouvez avoir 2 personnes en train de faire exactement le même travail, même dans la même compagnie, mais ils ont 2 histoires différentes et ils ont une expérience complètement différente de le même travail. J'ai parlé au monsieur dans le break que ma professeure Hilda, pendant j'imagine c'est la Deuxième Guerre mondiale, elle travaille aux compagnies téléphoniques. Et dans ces jours-là, ils ont des switchboards, il faut mettre des choses là-dedans. Et avec elle, pour elle, elle ouvre le truc là, et il y a des visions qui sortent du téléphone. Il y a Ramakrishna, et Jésus, elle est en train de faire son même travail. C'est le même travail. Mais what does it look like? What does it feel like? What does it remind you? Ça m'apparaît comment, ça me sent comment, et ça me fait se rappeler de quoi. Ça, c'est très important. Remarquez, on ne juge pas les symptômes. C'est ça la chose plus importante. Parce que le moment où on le juge, on a fermé l'énergie. Ça ne peut plus bouger. On a fait un jugement. Ça, c'est pourquoi parfois, les médecins, parfois, ils nous rendent des grands services, mais parfois, ils ne nous rendent pas un service quand ils nomment votre maladie. Jusqu'au point que
Oh, c'est ça, c'est ça. Tu entends un mot et c'est quoi? Parce que, mais c'est juste un nom. Cancer, c'est un nom. Comment on vous sent? Ça vous fait appeler de quoi? Travaillons avec des symptômes, c'est une expérience incroyable parce que ça vous amène à un niveau d'un autre. Parce que le symptôme est rarement, la charge dans le symptôme est rarement à cause des symptômes. C'est à cause de quoi que ce soit. Je vous donne l'exemple. J'ai un emploi, je suis professeur dans le collège. Et à un moment donné, il était un de mes collègues, un jeune homme, qui était toujours en conflit avec un professeur plus âgé, une femme. Elle était sans miséricorde pour lui, il ne peut faire rien de bien. Et il était tellement terrifié d'elle qu'il était lancé lui-même au psychologue, c'est quoi le problème? Alors, un jour, la mère de ce jeune homme sont venue vous voir pour une consultation. C'était juste circonstance. Hein. À la fin de la consultation, elle m'a dit avec innocence, est-ce que, do I remind you of anyone? Est-ce que je te rappelle quelqu'un? Pensant que je vais dire son fils. Mais en fait, elle était l'image de cette dame dans le département. L'image. C'est intéressant. Souvent, on joue notre dynamique de famille dans les bureaux. Ça, c'est pourquoi, selon moi, si on vient d'avoir un emploi ou non, c'est souvent pas une question des qualifications de tout. C'est une question, est-ce que votre psychologie est en harmonie avec la psychologie de groupe? Et ça, c'est pourquoi je trouve que ce n'est pas valable de quitter un emploi juste parce qu'on n'aime pas le boss ou quelqu'un. Parce qu'on va toujours trouver la même personne d'ailleurs. Une autre question? Oui. Un exemple de la passion, c'est ce qui me dérange. La passion, c'est quelque chose... OK. Qu'est-ce que ça veut dire, la passion, c'est quelque chose qui nous dérange? Ça veut dire pour moi quelque chose qui nous amène hors de notre centre. Ça peut vous, par exemple, je vous donne cet exemple. Mon père, à la fin de sa vie, de sa vie, il était, quand j'ai pas souvent commencé à se jaser, et toujours il lance en colère contre les Japonais. Parce qu'ils disent, les Japonais sont en train de tout acheter, sont en train de prendre le pays. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un symptôme, il était en colère. Mais la traduction de ça, pour moi, finalement, c'était « Je suis incroyablement déçu que j'ai tombé malade. » Mais il n'était pas capable de dire ça. Alors, il projette ça sur quelqu'un. Alors, quand nous avons les réactions inordinaires, ça c'est un symptôme. N'importe quoi qui nous dérange. Même si la personne est correcte ou s'il n'est pas correct. Si ça nous dérange, c'est en nous. Si c'est Hitler, si c'est votre mère, si ça vous dérange, c'est quelque chose en vous. Ça ne veut dire pas qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. Mais si on est piqué, il y a quelque chose en nous. Alors le processus, c'est au lieu de projeter contre les mouches qui nous ont piqués,
on trace les pics, on trace les symptômes aux sources. Pourquoi ça m'a dérangé vraiment? What does it look like? Ça me fait quelle vision? Comment ça me sent? Ça me fait rappeler de quoi? À un certain moment, on va avoir une ouverture. On va réaliser que il y a quelque chose de plus profond en marche. Alors, il y a deux choses que vous avez demandé. La passion, c'est quelque chose pour moi, c'est le symptôme nous amène vers la passion. La meilleure définition que j'ai jamais entendue de passion, c'est le suivant. Passion est quelque chose pour lequel nous sommes prêts de souffrir. Aux volontés. Passion is what we're willing to suffer for. Ça veut dire, I care enough. J'ai assez de sentiments que je suis prêt de faire ce qu'il faut faire pour accomplir ça. Alors, une des règles de manifestation au troisième chakra, c'est avant vous allez lancer dans une guerre. Ça veut dire, avant vous allez manifester votre énergie d'accomplir quelque chose, il faut croire dans l'importance de ce que vous êtes en train de faire. Autrement, on arrête après 2-3 pas. La passion, c'est le début. Au début de quelque chose, on a toujours la passion. On apprend du jogging, du yoga, de nouveaux régimes. On est plein dans la passion. Mais, pour continuer dans un chemin, ça c'est l'engagement. Alors l'aliment, c'est l'abondance, passion, engagement. Communauté, vision, spiritualité. Je ne sais pas si ça c'est une réponse, mais c'est meilleur je peux faire. Et la passion, ce n'est pas nécessairement quelque chose, ou les symptômes, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Est-ce que vous avez jamais eu cette expérience? Vous allez dans une conférence et vous regardez quelqu'un et vous avez un symptôme parce que vous êtes pris par le visage de quelqu'un. Ça, c'est un symptôme. Ça vous amène où? C'est intéressant. On peut remplacer symptômes par émotion. Par l'émotion. Oui, ils sont reliés. La raison que j'utilise le mot symptôme, je crois, c'est parce que c'est pour mettre au fond l'idée que les choses soi-disant mauvaises ne sont pas nécessairement mauvaises. Ils sont là de nous amener quelque part. Dernière? Oui. Donc, le symptôme, c'est quelque chose qui nous dérange et non pas une incapacité, parce que parfois on peut être aussi frustré parce que dans une démarche X, on arrive à un point puis on ne peut pas dépasser le point. Là. Bon, supposons, si on prend l'exercice qu'on vient de faire tantôt, dans la deuxième méditation, on rencontre quelqu'un. Non, c'est dans la deuxième méditation, c'est de retrouver un état dans lequel on se sent rempli, on se sent dans son état originel. Oui. Là, on se sent bien. Et là, vous dites, OK, on va continuer. Et là, la consigne, ou enfin, le propos, c'est de voir vers quelle direction ça nous amène. Puis si on est incapable de franchir ça, on peut être frustré. Est-ce que ça, c'est un symptôme? Oui, mais vous avez bien décrit la méthode. Si on est juste fixé sur le symptôme, on est fixé sur le symptôme. Mais si on est branché au début dans l'abondance, on peut observer les symptômes et dire, oh, c'est intéressant, laissez-moi travailler avec ça, sans être débordé. Par exemple, avec tous mes respects
aux alcooliques anonymes. Si vous êtes en train de dire une dizaine d'années après le fait, je me suis Jean et je suis alcoolique, je ne suis pas sûr avec ça, parce que non, vous n'êtes pas un alcoolique. Vous êtes un être divin, immesurable, plein d'amour, un enfant de Dieu, fait dans l'image et semblance de divinité. Et vous avez eu une expérience d'alcoolisme. Et vous avez eu des millions d'autres expériences aussi. Vous étiez peut-être un jour, vous étiez président, vous étiez dans le, je sais pas, dans le football. On a tellement des expériences, mais ce n'est pas nous. Donc, on ne fixe pas sur le symptôme. On ne dit jamais « je suis le symptôme ». On ne dit pas « je suis malade, j'ai malade ». Je suis en train d'avoir une expérience de maladie. C'est intéressant, mais ce n'est pas moi. Je suis en train d'avoir une journée difficile, mais ce n'est pas moi. Parfois, on a les decades, des décennies difficiles. Ça arrive, mais ce n'est pas moi. Les cycles vont changer. Alors, ça c'est la beauté de l'abondance. On ne fixe pas sur les symptômes, mais on ne dénie pas non plus. Ils sont là pour nous aider. J'ai fait un travail, je suis commencé à faire un nouveau travail avec des addictions. Les dépendances. Et on fait la même chose. On se débarrassait de la honte et de la culpabilité. Je vais dire quelque chose d'intéressant. En Inde, quand il fait les exorcismes, le prêtre qui fait l'exorcisme, à un certain moment, il commence à lancer les insultes horribles, plus horribles, au mauvais esprit. Je ne peux pas vous dire en français qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est le mot le plus misérable, vous faites dire quelqu'un. Mais imaginez, c'est ce que ça donne. Ça enlève la culpabilité de la personne. Ce n'est pas la faute de personne d'être possédée par ce mauvais esprit, c'est la faute d'esprit. Voyez-vous ce que ça donne? On ne met pas la culpabilité sur nous pour une dépendance. On a des dépendances pour nous apprendre où on n'est pas nourri dans la vie. On a des dépendances pour apprendre où nous ne sommes pas en train d'être nourris dans la vie. On a les dépendances de la nourriture parce qu'on ne vit plus dans la nature. On a les dépendances sur la nourriture parce qu'on est branché plus avec la nature. On ne mange plus la nourriture. On mange des imaginations, des chimies, des plastiques, des produits. On a des pieds qui ne touchent jamais la terre. Et on demande pourquoi on a besoin de cette terre. Sur l'Internet maintenant, les deux endroits où il y a les dépenses, les plus grandes dépenses, c'est le sexe et le surnaturel. Oui. Et c'est intéressant parce que en suivant cette logique, les dépendances, on dit addiction, de sexe, de pornographie, on dit. Pornographie. C'est le deuxième chakra qui ne sont pas nourris. Quand on n'est pas touché, quand on ne sent rien, quand on n'est pas en contact avec la beauté. On est en train de mort de faim, de sensation, alors on est pris. Quand on n'est pas en contact avec le surnaturel, on devient pris par des idéologies, par les cultes, par quoi que ce soit, par les croyances. Alors le processus d'abondance, c'est en lieu de nous rendre nous-mêmes coupables, ou d'avoir la honte, ou identifier
avec une dépendance, on dit, c'est bien intéressant, c'est bien merveilleux parce que l'univers est en train de me montrer où je ne suis pas nourri et je m'ouvrir à être nourri. Est-ce que vous, selon moi, si quelqu'un, je donne juste, ça m'est arrivé hier cette idée, cet exemple, si quelqu'un peut boire le vin, et chaque fois cette personne boit le vin, how do you say Dionysus? Dionysus. Il sent dans le vin, il sent dans le vin le sang de Dionysus. Il sent l'énergie de la divinité. Il sent des raisins, il sent la terre des raisins. Cette personne ne peut pas être alcoolique parce que c'est un sacrement. C'est un sacrement. Sacrament? La meilleure chose pour travailler avec des dépendances, c'est de créer des sacrements. Mais comment quelqu'un peut faire ça s'il est addicted to héroïne ou la coke? Je vous dis quelque chose sur l'héroïne. Je ne sais pas, mais je vous dis quelque chose. J'ai un ami, un bon ami qui était au lycée avec moi, qui était devenu fort addicté à l'héroïne. Et j'ai perdu contact avec lui, mais je l'ai rencontré après son addiction, après il a fait comment ça s'appelle? Désintoxication. Et j'ai lui rencontré une soirée, je dis, comment c'était? Il était en train de dépenser, je crois, dans ces jours, c'était beaucoup d'argent, $200 par jour pour son héroïne. J'ai dit, comment c'était? Comment t'es arrivé? Et il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit, si jamais j'ai fait quelque chose comme ça encore, c'est nécessaire que ça devienne ma religion. Imaginez-vous la différence. Il y a une grande différence entre les gens, par exemple dans les jours des drogués, des anciens jours, là. Des gens prennent de mescaline. Et parfois, ils ont des bons trips, parfois, ils ont des mauvaises trips. Oui. C'est complètement différent si vous voyez l'église de peyote, qui est la plante dans laquelle le mescaline est trouvé. Et les gens qui sont en train de préparer cette plante, qui font les prières avec cette plante, qui le prennent en cérémonie, ils n'ont pas des mauvais tripes parce qu'ils ont fait un sacrement. C'est comme une fois avec le Bouddha, il était un voleur qui a dit je vais être bouddhiste, mais je ne peux pas arrêter de voler. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Bouddha a dit, il ne faut faire rien. Continuez à faire ce que vous faites, mais juste, quand vous volez des choses, faites-le avec la conscience. Et le gars est revenu quelques semaines après, il dit, je ne peux plus voler, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Un dernier mot sur le travail. Peut-être le travail, ce n'est pas quelque chose qu'on fasse pour gagner notre vie. Parce que regarde, les plantes, ils ont arrivé à faire ça sans travailler. Ils ont arrivé à tirer l'énergie du soleil et de la terre. Peut-être le travail, c'est quelque chose que nous avons inventé pour se réunir avec des gens qui ne sont pas les gens de notre famille, qui ne sont pas des gens de notre tribu. C'est une façon de se réunir avec des gens de plus loin pour purifier notre karma, pour purifier notre cœur en train de travailler. Parce que vous allez rencontrer les gens au travail que vous n'allez jamais rencontrer dans votre famille. C'est intéressant. Hein? Il était un monsieur guérisseur, qui s'appelle Stephen Levine, qui travaille avec des morons, les gens gravement malades. Et il a dit une fois, au début, il a prié pour les gens.
Mais finalement, après travaillant avec tellement de gens, il dit, la seule prière qu'il était capable de dire, c'est de prier que chaque personne est en train d'apprendre ce qu'il doit apprendre. La même chose avec notre travail. La question, c'est pour moi, c'est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Quelle est la leçon? Et c'est incroyable comment, quand vous avez appris les leçons, les choses peuvent évaporer dans 1 seconde. J'ai un ami qui était dans une place pendant 9 ans. Dans un jour, il a perdu son emploi, il était foutu dehors de sa maison et sa conjointe l'a quitté. Et 2 jours après, il était offert un nouvel emploi de l'autre côté du pays, il était bien mieux. Les circonstances qui sont apparemment incapables de changer, peuvent changer comme ça, quand nous avons appris les leçons. Mais comme j'ai écrit dans le livre, un aspect d'abondance, c'est la passion. Pas la passion, oui, la passion, mais aussi la patience. On va avoir la passion et la patience. Pas la patience d'attendre pour quelque chose d'arriver, mais la patience d'être tellement présente que le temps va évaporer et un jour je me trouve, oh, j'ai plus besoin d'être là. Si le job que vous voulez n'existe pas, je vais vous demander de le créer. Et cette dernière méditation sera un début pour vous aider à faire ça. C'est une façon d'aller à côté parce que souvent, c'est plus efficace en lieu d'attaquer un soi-disant problème comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez sur la porte en arrière. Alors, cette dernière méditation, on va faire ça. Même si vous ne venez pas demain, vous pouvez vous inviter quand vous allez dormir ce soir, revisiter cette méditation et demander lui qui donne les rêves, que s'il est approprié, vous pouvez avoir un rêve qui va vous avancer vers votre chemin. Bon, très court, très facile. J'ai demandé dans les méditations, si ça c'est bien pour vous, de mettre votre pied sur la terre parce que ça vous grandit, ça va vous raciner. En inspirant, en expirant, sentons les racines. Laissez vous-même sentir le fait que vous êtes supporté par la vie. Juste comme la terre est supportée en train de flotter dans l'espace selon les lois inconcevables, harmoniques. Nous sommes supportés par la sagesse de la vie. Juste sentez ça pour un instant, comment vous êtes supportés avec chaque inspiration. Vous pouvez même essayer d'inspirer, pas juste avec le nez ou la bouche, mais imaginez l'air d'entrer par tout votre corps. On sent la pluie d'or, c'est l'abondance. On la recevoir. Inspirez dans le cœur,
quand vous avez un nez au centre de votre poitrine. Inspirez le remerciement à la vie, juste d'être, d'avoir eu cette opportunité d'être témoin au ciel, aux arbres, au visage des autres, à vos enfants. Maintenant, avec toute l'abandon, toute la liberté dans votre imagination, laissez vous-même imaginer, créer avec vos pensées et votre imagination votre environnement idéal de travail. Je ne vous demande pas de penser de quel travail vous allez faire, mais juste ouvrez vous-même à l'environnement. Est-ce que c'est dans la forêt? Est-ce que c'est dans un bureau spécial? Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis avec des autres? Comment est-ce que je suis habillé? Est-ce que je suis avec la musique, avec le papier, avec quoi que ce soit? Créez un tableau de l'environnement d'inspiration où vous voulez travailler. N'êtes pas paresseux, n'utilise pas juste des pensées, voir, essayez de le voir, de sentir cet environnement. Et gardez cette image dans vous-même, sachant que vous pouvez retourner cette image ce soir, n'importe quand, pour l'amplifier, pour l'explorer. Avec une bonne inspiration, prenez une bonne inspiration. Bon, ouvrez des yeux. Et je vais vous laisser avec une pensée. Selon une vision de la vie, vous avez juste imaginé une place. Mais selon une autre vision de la vie, vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qui n'est pas là. Selon une autre image de la vie, vous venez d'avoir branché sur un environnement qui est là et qui vous attend. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée.